Il existe une force plus redoutable que le mensonge, plus exigeante que la morale, plus silencieuse que le pouvoir. La vérité vécue. Pas celle que l'on proclame, mais celle que l'on ose porter en soi, même quand personne ne regarde. Dis-moi, es-tu fidèle à ce que tu sais être juste, ou seulement à ce qui est confortable? Ce soir, laisse tomber les masques, les justifications, les demi-vérités. Entre doucement dans l'espace de livres secrets, là où la vérité n'est pas un concept à comprendre, mais une force à incarner. Introduction. La vérité n'est pas une opinion, ni un code moral imposé de l'extérieur, encore moins une arme pour juger autrui. Elle est une puissance vivante, silencieuse, intérieure, qui agit avant même que les mots n'apparaissent. William George Jordan n'a pas écrit pour convaincre les foules, ni flatter l'intellect. Il a écrit pour réveiller une responsabilité intime, celle d'être vrai avec soi-même. Son œuvre ne cherche pas à instruire au sens académique, elle cherche à aligner. Elle parle à cet espace intérieur où la pensée, la parole et l'être cessent de se contredire. Dans un monde saturé de discours, d'apparences et de compromis invisibles, Jordan rappelle que la véritable force ne vient pas de ce que l'on montre, mais de ce que l'on vit intérieurement, avec cohérence. La vérité, telle qu'il l'aborde, n'est pas une règle figée, ni une vertu abstraite que l'on affiche pour être reconnue. Elle est un état intérieur exigeant, parfois inconfortable, toujours transformateur. Être vrai, ce n'est pas dire tout ce que l'on pense, mais penser, parler et agir depuis un même centre. C'est refuser la fragmentation intérieure. C'est ne plus vivre en décalage entre ce que l'on sait juste et ce que l'on ose incarner. Cette vérité-là n'a rien de spectaculaire. Elle ne cherche pas l'approbation. Elle agit en silence, comme une force de gravité intérieure qui réorganise l'être de l'intérieur vers l'extérieur. William George Jordan ne moralise pas, il observe. Il voit que la faiblesse humaine ne vient pas d'un manque de savoir, mais d'un manque de fidélité intérieure. L'homme sait souvent ce qui est juste, mais il diffère, il arrange, il justifie. Il crée des zones d'ombre acceptables, des demi-vérités confortables, des compromis qu'il finit par appeler réalisme. Et pourtant, chaque fois que la vérité est trahie à l'intérieur, une perte invisible se produit. Une perte de force, de clarté, de respect de soi. Jordan montre que cette perte n'est pas punie de l'extérieur. Elle agit de l'intérieur, lentement, sûrement. Dans cette perspective, la vérité devient une loi intérieure, non négociable, non violente, mais implacable. Elle ne crie pas, elle n'accuse pas, elle attend. Elle attend que l'homme cesse de se mentir à lui-même. Car le mensonge le plus destructeur n'est pas celui que l'on dit aux autres, mais celui que l'on entretient en soi pour éviter le courage d'être aligné. La puissance de la vérité ne réside donc pas dans la confrontation, mais dans la cohérence. Une cohérence si rare qu'elle devient une force spirituelle. Cette œuvre demande une écoute honnête, presque austère, car elle ne flatte ni l'ego ni les illusions personnelles. Elle ne promet pas le succès rapide, ni la paix artificielle. Elle invite à une rigueur intérieure, à une droiture silencieuse, à une discipline de l'être. La vérité, ici, n'est pas douce au premier abord, mais elle est libératrice à long terme. Elle dépouille l'homme de ses excuses, mais lui rend sa dignité. Elle enlève les masques, mais restaure la force. Entrer dans ce livre, c'est accepter de se regarder sans phare. C'est reconnaître que la puissance véritable ne vient pas de la domination extérieure, mais de la fidélité intérieure. C'est comprendre que chaque pensée entretenue, chaque parole prononcée, chaque acte posé crée soit une unité intérieure, soit une fracture invisible. Jordan nous rappelle que l'homme devient ce qu'il tolère en lui-même, et que la vérité, lorsqu'elle est vécue pleinement, devient une force tranquille qui transforme naturellement la vie, sans bruit, sans violence, sans compromis. Cette écoute demande du courage, car elle ne propose pas de refuge. Elle ne permet pas de se cacher derrière des concepts ou des croyances. Elle appelle à une intégrité vécue, quotidienne, parfois solitaire. Mais pour celui qui accepte cette exigence, une force nouvelle apparaît, une clarté intérieure qui ne dépend plus des circonstances, une stabilité qui ne s'effondre pas face aux pressions du monde, une paix née non du confort, mais de la cohérence.
C'est à cette rencontre intérieure que ce voyage invite, non pour apprendre la vérité, mais pour devenir capable de la porter. Chapitre 1. La vérité commence en soi. La vérité ne commence jamais dans le regard des autres, ni dans leurs attentes, ni dans leurs jugements. Elle commence dans ce lieu invisible où l'homme se rencontre lui-même, loin des rôles qu'il joue, des masques qu'il porte et des compromis qu'il tolère. Être vrai n'est pas un acte ponctuel, mais une discipline intérieure, une manière de se tenir face à soi-même, sans fuite ni justification. La plupart des êtres humains ne manquent pas de principes, ils manquent de fidélité à ces principes lorsque la peur, le confort ou l'intérêt personnel entrent en jeu. La vérité, lorsqu'elle est vécue intérieurement, demande une vigilance constante, car elle ne supporte ni l'oubli ni la distraction prolongée. L'homme peut tromper le monde pendant un temps, parfois même toute une vie, mais il ne peut se tromper lui-même sans en payer le prix intérieur. Ce prix n'est pas toujours visible de l'extérieur. Il prend la forme d'une fatigue de l'âme, d'une lassitude diffuse, d'un sentiment de décalage permanent entre ce que l'on est profondément et ce que l'on montre. Chaque fois que la pensée, la parole et l'action cessent d'être alignées, une fracture invisible apparaît. Cette fracture n'est pas dramatique au début, elle est subtile, presque imperceptible. Mais avec le temps, elle affaiblit la volonté, brouille la clarté et dissout le respect que l'on se porte à soi-même. La vérité exige une cohérence intérieure que peu sont prêts à maintenir. Penser une chose, dire autre chose et vivre l'inverse est devenu une normalité sociale, presque une compétence. Pourtant, cette dissociation intérieure est la source profonde de nombreux malaises humains. L'esprit se fatigue à soutenir des contradictions constantes. Le cœur se ferme pour éviter de ressentir l'inconfort de l'incohérence. L'âme, elle, se retire silencieusement. Ce retrait intérieur est souvent confondu avec la maturité ou le réalisme, alors qu'il s'agit d'un renoncement progressif à la vérité vécue. Mentir n'est pas seulement dire ce qui est faux. Mentir, c'est aussi taire ce que l'on sait être juste par peur des conséquences. C'est se convaincre que l'on n'avait pas le choix, que les circonstances imposèrent le compromis, que le monde fonctionne ainsi. Mais chaque mensonge intérieur laisse une trace. Il affaiblit la capacité de l'homme à se tenir droit intérieurement. Il crée une fatigue qui ne disparaît pas avec le repos, car elle ne vient pas du corps, mais de la rupture entre l'être et sa conscience. La vérité comme discipline intérieure demande un courage discret mais constant. Elle ne se manifeste pas dans les grandes déclarations, mais dans les choix quotidiens, souvent invisibles aux autres. Elle se révèle dans ce que l'on accepte de penser lorsque personne ne regarde, dans ce que l'on choisit de dire lorsque le silence serait plus confortable, dans ce que l'on fait lorsque l'excuse serait plus facile. Être vrai, ce n'est pas être dur ou rigide, c'est être unifié. C'est refuser de vivre fragmenté. Lorsque la cohérence devient une habitude intérieure, elle libère une puissance silencieuse. Cette puissance n'a rien de spectaculaire. Elle ne cherche pas à convaincre ni à dominer. Elle se ressent comme une stabilité intérieure, une solidité calme qui ne dépend plus des circonstances extérieures. L'homme cohérent n'est pas parfait, mais il est fidèle. Il reconnaît ses erreurs sans se mentir. Il corrige sans se justifier. Il avance sans se trahir. Cette fidélité à soi-même devient une source de force que rien ne peut réellement ébranler. À l'inverse, l'incohérence intérieure fragilise même les individus les plus brillants. Une intelligence élevée ne compense jamais un manque de vérité vécue. Au contraire, elle peut parfois servir à rationaliser la fuite, à embellir le mensonge, à rendre acceptable ce qui ne l'est pas intérieurement. La vérité, elle, ne se laisse pas séduire par les raisonnements sophistiqués. Elle est simple, directe, parfois inconfortable, mais toujours claire. Elle ne demande pas d'être expliquée, seulement d'être vécue. La fatigue de l'âme naît précisément de cette lutte constante contre ce que l'on sait juste. Plus un individu s'éloigne de sa vérité intérieure, plus il doit fournir d'efforts pour maintenir une image, un discours, une posture. Cette dépense énergétique permanente finit par créer un vide intérieur. Une perte de sens que rien d'extérieur ne parvient à combler. Ni la réussite, ni la reconnaissance, ni le confort matériel ne peuvent compenser une trahison répétée de soi-même. La cohérence est la première puissance, car elle restaure l'unité intérieure.
Lorsque la pensée, la parole et l'action convergent, l'homme cesse de se diviser. Il devient simple, non pas au sens naïf, mais au sens unifié. Cette simplicité intérieure est rare et précieuse. Elle permet une clarté de jugement, une fermeté tranquille, une paix qui ne dépend plus de l'approbation extérieure. L'homme cohérent n'a pas besoin de prouver sa valeur, car il la vit intérieurement. La vérité commence donc toujours en soi, dans ce dialogue silencieux que l'on entretient avec sa conscience. Elle ne demande pas la perfection, mais la sincérité. Elle n'exige pas l'absence d'erreur, mais la capacité à reconnaître l'erreur sans se mentir. Elle ne condamne pas la faiblesse, mais elle refuse la complaisance. Celui qui choisit la vérité comme discipline intérieure accepte une vie plus exigeante, mais infiniment plus stable. Peu à peu, cette fidélité intérieure transforme la relation au monde. Les paroles deviennent plus justes, car elles ne cherchent plus à masquer. Les actes deviennent plus simples, car ils ne compensent plus des contradictions intérieures. Les relations deviennent plus authentiques, car elles ne reposent plus sur des rôles. La vérité vécue en soi rayonne naturellement à l'extérieur, sans effort, sans stratégie, sans violence. Ce chapitre pose la fondation de tout le reste. Tant que la vérité n'est pas vécue intérieurement, elle reste un concept stérile. Lorsqu'elle devient une discipline quotidienne, elle se transforme en force vivante. Une force qui ne s'impose pas, mais qui soutient. Une force qui ne brille pas, mais qui éclaire. Une force qui commence dans le silence de l'âme et qui lentement réorganise toute la vie autour d'un centre stable et incorruptible. Chapitre 2. La parole juste. Pouvoir ou destruction. La parole n'est jamais neutre. Elle est toujours le prolongement invisible de l'être intérieur, la trace audible de ce qui vit en silence dans la conscience. Chaque mot prononcé transporte avec lui une charge subtile, une intention, une orientation. Parler n'est donc jamais un simple acte mécanique, c'est un engagement de l'être tout entier. Là où la pensée peut encore se dissimuler, la parole commence déjà à se manifester dans le monde. Elle est le premier pont entre l'intérieur et l'extérieur, entre ce que l'on est et ce que l'on projette. Lorsque la parole est alignée avec la vérité intérieure, elle devient une force de clarification. Elle éclaire sans dominer, elle nomme sans blesser, elle révèle sans écraser. Mais lorsque la parole est coupée de l'être, lorsqu'elle sert la peur, l'intérêt ou l'évitement, elle devient un instrument de confusion et parfois de destruction silencieuse. Beaucoup de blessures humaines ne viennent pas d'actes violents, mais de mots prononcés sans conscience, ou au contraire, retenus par lâcheté. La parole juste ne consiste pas à dire tout ce que l'on pense, ni à se livrer sans discernement. Elle exige une écoute profonde de soi avant toute expression. Dire vrai ne signifie pas dire brutalement. La vérité n'a pas besoin de dureté pour exister. La brutalité est souvent le signe d'une vérité mal digérée intérieurement. Lorsqu'un être a réellement intégré ce qu'il doit dire, sa parole devient simple, précise, presque dépouillée. Elle n'a pas besoin d'insister ni de convaincre, elle s'énonce et laisse l'autre libre. Et laisse l'autre. À l'inverse, les mots commodes sont ceux que l'on utilise pour éviter l'inconfort. Ce sont les mots qui arrangent, qui apaisent momentanément, qui préservent les apparences au prix de la vérité. Ils peuvent sembler bienveillants, mais ils creusent lentement un fossé intérieur. À force de choisir la facilité verbale plutôt que la justesse, l'homme s'habitue à trahir ce qu'il sait juste. Cette trahison répétée finit par affaiblir la parole elle-même. Les mots perdent leur poids, leur crédibilité, leur force. La parole vraie demande du courage, car elle expose. Elle met l'être face à sa responsabilité. Dire ce qui est juste, au bon moment, avec la bonne intention, suppose de renoncer à certains conforts, celui d'être aimé à tout prix, celui d'éviter les conflits, celui de rester dans l'ambiguïté protectrice. Pourtant, ce courage verbal est libérateur. Il restaure une unité intérieure. Il évite l'accumulation de non-dits qui, tôt ou tard, se transforment en tension, en amertume ou en rupture. Il existe une violence déguisée dans certaines paroles apparemment honnêtes. Dire la vérité pour se soulager, pour se venger ou pour dominer n'est pas de la parole juste. La vérité ainsi utilisée devient une arme. Elle n'élève pas, elle écrase.
La parole juste, elle, est reliée à une intention droite. Elle ne cherche pas à blesser, même lorsqu'elle doit être ferme. Elle respecte la dignité de l'autre sans renoncer à la clarté. Elle sait que l'autre n'est pas un ennemi à vaincre, mais une conscience à rencontrer. Parfois, la parole la plus juste est le silence. Non pas le silence de la peur ou de la fuite, mais le silence habité, conscient, choisi. Le silence peut être une forme supérieure de vérité lorsqu'aucun mot ne pourrait être dit sans déformer, blesser ou appauvrir ce qui doit rester intérieur. Savoir se taire demande autant de courage que savoir parler. Le silence véritable n'est pas un vide, c'est une présence dense, attentive, respectueuse du mystère de l'autre et du moment. Le silence protège la parole. Il lui rend sa valeur. Dans un monde saturé de discours, celui qui parle peu mais juste devient une présence rare. Ses mots sont attendus, écoutés, reçus. À l'inverse, celui qui parle trop, même avec de bonnes intentions, affaiblit sa propre parole. La parole juste naît toujours d'un espace intérieur calme. Elle ne jaillit pas de l'agitation mentale, mais d'une clarté patiente. La relation entre parole et être est directe. Plus un individu est cohérent intérieurement, plus sa parole devient simple. Il n'a pas besoin d'exagérer, de séduire ou de se défendre verbalement. Ses mots portent naturellement une autorité tranquille, non pas parce qu'ils impressionnent, mais parce qu'ils sonnent justes. Cette justesse est immédiatement ressentie, même par ceux qui ne sont pas d'accord. La parole alignée touche quelque chose de profond, au-delà des opinions. À l'opposé, la parole déconnectée de l'être crée une dissonance perceptible. On sent que quelque chose ne sonne pas vrai, même sans pouvoir l'expliquer. Cette dissonance engendre la méfiance, la confusion et parfois le rejet. L'homme peut posséder un grand talent oratoire, mais si sa parole n'est pas soutenue par une vérité vécue, elle finit toujours par se vider de sa substance. Les mots deviennent alors du bruit, voire un poison lent. La responsabilité de la parole est immense, car chaque mot déposé dans le monde continue d'agir bien après avoir été prononcé. Certains mots libèrent, d'autres enferment. Certains éveillent, d'autres endorment. L'homme conscient mesure cette responsabilité. Il ne parle pas pour se donner une image, mais pour servir la vérité. Il accepte parfois d'être mal compris, plutôt que de se trahir. Il préfère le silence honnête à la parole faussement rassurante. La parole juste commence toujours par l'écoute. Écoute de soi, de ses intentions réelles, de ses peurs cachées. Écoute de l'autre, de son rythme, de sa capacité à recevoir. Sans cette double écoute, la parole risque de devenir intrusive ou violente, même lorsqu'elle se veut vraie. La justesse n'est jamais abstraite. Elle est vivante, ajustée, incarnée. Lorsque la parole est vécue comme un prolongement de l'être, elle devient un acte spirituel au sens le plus profond. Elle relie, elle ordonne, elle pacifie. Elle ne cherche pas à briller, mais à être fidèle. Cette fidélité transforme la communication en communion. Parler cesse alors d'être un moyen de contrôle ou de défense, pour devenir un espace de rencontre authentique. La destruction par la parole est souvent lente et invisible. Elle commence par de petits renoncements, un mot retenu par peur, une vérité édulcorée, un silence non assumé. Peu à peu, l'être se fragmente. La parole ne reflète plus la conscience, mais une stratégie. Cette stratégie peut fonctionner socialement, mais elle coûte cher intérieurement. La paix disparaît, remplacée par une tension diffuse. Choisir la parole juste, c'est accepter de vivre avec une exigence intérieure permanente. C'est refuser de parler contre sa conscience, même lorsque cela semble avantageux. C'est comprendre que chaque mot engage l'être et le façonne. À force de justesse, la parole devient un lieu de puissance tranquille. Une puissance qui ne domine pas, mais qui éclaire. Une puissance qui ne détruit pas, mais qui construit dans le silence et la durée. Ce chapitre rappelle une vérité essentielle. L'homme devient ce qu'il dit, autant que ce qu'il pense et ce qu'il fait. La parole juste n'est pas un luxe moral, elle est une nécessité intérieure. Là où elle est honorée, l'être se renforce. Là où elle est trahie, l'âme se fatigue.
Entre pouvoir et destruction, la parole trace chaque jour le chemin invisible de la vie intérieure. Chapitre 3. La vérité face au monde. La vérité, lorsqu'elle quitte le silence intérieur pour rencontrer le monde, se heurte immédiatement à une résistance invisible. Le monde n'est pas construit pour accueillir ce qui est vrai, mais pour maintenir ce qui fonctionne, ce qui rassure, ce qui préserve l'équilibre apparent. Dire vrai dans un tel espace n'est jamais un acte neutre. C'est une prise de position intérieure avant d'être une déclaration extérieure. Celui qui choisit la vérité accepte, souvent sans le savoir au départ, de marcher à contre-courant d'un flux puissant fait d'habitudes, de compromis et d'illusions partagées. Le monde préfère l'illusion non par malveillance, mais par fatigue. L'illusion protège du vertige que provoque la vérité. Elle offre des réponses simples à des questions complexes, des rôles clairs à des identités fragiles, des récits rassurants à des existences inquiètes. La vérité, elle, dérange. Elle enlève les masques, révèle les incohérences, oblige à regarder ce qui a été évité. C'est pourquoi elle est rarement accueillie avec joie. Elle n'est pas rejetée parce qu'elle est fausse, mais parce qu'elle demande un effort intérieur que peu sont prêts à fournir. Dans ce contexte, l'homme qui choisit de vivre dans la vérité se trouve rapidement confronté à la pression sociale. Cette pression n'est pas toujours explicite. Elle s'exerce par des regards, des silences, des sourires forcés, des conseils déguisés en bienveillance. On l'invite à être plus souple, plus adaptable, plus réaliste. On lui explique que dire vrai n'est pas toujours nécessaire, que certaines choses se comprennent sans se dire, que le monde est ainsi fait. Peu à peu, le message devient clair. Pour être accepté, il faut lisser la vérité, l'arrondir, parfois la taire. Le conformisme n'est pas seulement une obéissance extérieure, c'est une tentation intérieure. Il promet la tranquillité en échange de la cohérence. Il murmure que la vérité peut attendre, que ce n'est pas le bon moment, que l'on n'est pas obligé d'aller si loin. Beaucoup cèdent sans même s'en rendre compte. Ils continuent de penser juste, parfois même de ressentir juste, mais ils n'osent plus incarner cette justesse dans leurs paroles et leurs actes. La vérité devient alors une idée intime, sans force transformatrice. L'hypocrisie naît souvent de cette fracture. Elle n'est pas toujours consciente ni volontaire. Elle apparaît lorsque l'être se scinde pour survivre socialement. On dit ce qu'il faut dire, on montre ce qu'il faut montrer, on pense ce qu'on peut encore penser en secret. Cette division intérieure est épuisante. Elle crée une tension permanente, une vigilance constante pour maintenir l'illusion. À long terme, elle affaiblit l'âme. L'homme ne sait plus exactement qui il est, car il ne vit plus à partir d'un centre unifié. Face à cela, la vérité apparaît comme une force étrange. Elle ne promet ni succès rapide, ni reconnaissance immédiate. Elle promet quelque chose de plus austère et de plus profond. La paix intérieure. Celui qui choisit la vérité accepte parfois de perdre des avantages extérieurs pour préserver cette paix. Il découvre que la tranquillité de la conscience vaut plus que l'approbation du monde. Cette découverte marque un tournant irréversible. À partir de là, il devient de plus en plus difficile de revenir en arrière, même si le prix à payer est élevé. La solitude de l'homme vrai est réelle. Elle n'est pas toujours visible, mais elle est profondément ressentie. Elle ne signifie pas l'absence totale de relations, mais l'absence de compromis fondamentaux. L'homme vrai ne peut pas toujours partager ce qu'il voit, ni expliquer ce qu'il ressent, sans être incompris ou caricaturé. Il apprend alors à porter certaines vérités en silence, non par peur, mais par discernement. Il comprend que tout le monde n'est pas prêt à entendre, et que forcer la vérité est une autre forme de violence. Cette solitude n'est pas une punition. Elle est une étape. Elle dépouille l'homme de son besoin d'être validé. Elle l'oblige à trouver sa force ailleurs que dans le regard des autres. Peu à peu, il découvre une compagnie intérieure plus stable que toutes les approbations extérieures. Il apprend à se tenir droit même lorsqu'il est seul. Cette verticalité intérieure devient sa véritable protection. Contrairement à une idée répandue, la vérité n'a pas besoin d'être agressive pour être puissante. L'agressivité trahit souvent une insécurité ou une colère non résolue. La vérité authentique est calme. Elle n'élève pas la voix, elle n'insulte pas, elle ne cherche pas à humilier. Elle se tient simplement là, ferme et claire.
Sa force vient de sa stabilité, non de sa violence. Elle n'attaque pas les personnes, elle éclaire les situations. Dans un monde bruyant, cette tranquillité peut être déroutante. Beaucoup confondent la force avec le volume, la conviction avec l'excès. L'homme vrai, lui, n'a rien à prouver. Il n'argumente pas sans fin, il ne cherche pas à gagner. Il sait que la vérité n'a pas besoin de triompher extérieurement pour être vraie. Elle agit souvent lentement, en profondeur, parfois longtemps après avoir été exprimée. Dire vrai face au monde demande donc une grande maturité intérieure. Il ne s'agit pas de tout dire, ni de dire n'importe comment. Il s'agit de rester fidèle à ce que l'on sait juste, même lorsque le contexte incite au mensonge ou à l'omission. Cette fidélité est parfois invisible, mais elle structure toute la vie intérieure. Elle devient un axe autour duquel l'être s'organise. Le monde change peu par les discours, mais il est transformé silencieusement par la présence d'hommes et de femmes qui vivent dans la vérité. Leur simple cohérence agit comme un rappel. Elle dérange, parfois irrite, mais elle inspire aussi. Même ceux qui rejettent la vérité la reconnaissent instinctivement. Elle réveille quelque chose de profond, même si ce réveil est douloureux. La vérité n'est donc pas une arme contre le monde. Elle est une lumière offerte, libre à chacun de s'en approcher ou de s'en détourner. L'homme vrai accepte cette liberté. Il ne force pas, il ne convainc pas à tout prix. Il témoigne par sa manière d'être. Il montre qu'il est possible de vivre sans se trahir, même dans un monde qui préfère l'illusion. Ce chapitre rappelle une loi essentielle. Le monde ne devient pas plus vrai parce qu'on le combat, mais parce que certains refusent de mentir. La vérité n'est pas une révolte bruyante, c'est une fidélité silencieuse. Elle marche lentement, mais elle ne recule jamais. Celui qui l'incarne devient, sans le vouloir, un point d'équilibre dans un univers instable, et même si sa route est étroite, elle est droite. Chapitre 4. Le caractère. Lieu. Où la vérité prend forme. La vérité ne demeure jamais longtemps à l'état d'idée. Si elle est réelle, elle cherche inévitablement un lieu où s'incarner, un espace où prendre chair, une structure intérieure capable de la porter dans le temps. Ce lieu n'est ni le discours, ni l'intention, ni même la conviction intime. Ce lieu s'appelle le caractère. Le caractère est la forme visible de la vérité invisible. Il est ce que la vérité devient lorsqu'elle descend des hauteurs de la pensée pour s'inscrire dans la matière de la vie quotidienne. Là où les paroles peuvent tromper et où les intentions peuvent fluctuer, le caractère, lui, révèle toujours ce qui est réellement vivant à l'intérieur de l'être. Le caractère n'est pas une façade morale ni une construction sociale. Il n'est pas ce que l'on montre, mais ce qui demeure lorsque personne ne regarde. Il se forge dans le silence, loin des applaudissements, dans la répétition de choix discrets et souvent invisibles. La vérité ne se mesure pas à la beauté d'un idéal proclamé, mais à la constance d'une attitude incarnée. Celui qui prétend aimer la vérité mais la trahit dans ses actes quotidiens ne vit pas dans le mensonge par accident, mais par fragmentation intérieure. Le caractère, au contraire, unifie. Il rassemble la pensée, la parole et l'action autour d'un même axe. Chaque acte, même le plus insignifiant en apparence, est une confession silencieuse. Il révèle ce que l'on honore réellement. La vérité incarnée ne cherche pas l'exploit, elle cherche la cohérence. Elle se manifeste dans la ponctualité respectée, dans la parole tenue, dans la responsabilité assumée sans témoin. Elle se révèle dans la manière de traiter ce qui n'a pas de voix, ce qui n'offre aucun retour immédiat, une tâche modeste, une promesse ancienne, une fidélité intérieure qui n'apporte ni prestige ni reconnaissance. C'est là que le caractère se construit, pierre après pierre. Le caractère peut être comparé à un temple invisible, un temple sans mur apparent, sans rite spectaculaire, mais dont chaque pierre est un choix juste posé dans l'ombre. Ce temple ne se visite pas, il se ressent. On perçoit sa solidité à travers la stabilité d'un être, sa manière de traverser les contradictions sans se déformer, sa capacité à rester fidèle à l'essentiel lorsque les circonstances deviennent hostiles.
La vérité, dans ce temple intérieur, n'est pas décorative, elle est structurelle, elle soutient l'ensemble de l'édifice. L'épreuve est le grand révélateur du caractère. Tant que tout va bien, il est facile de croire que l'on est fidèle à la vérité. Mais lorsque la pression augmente, lorsque le confort disparaît, lorsque le coût de la vérité devient réel, alors quelque chose se dévoile. L'épreuve n'est pas là pour punir, mais pour révéler. Elle montre ce qui est solide et ce qui ne l'est pas. Elle met en lumière les compromis cachés, les fidélités conditionnelles, les vérités que l'on aime tant qu'elles ne dérangent pas trop. Rester fidèle à soi dans l'épreuve ne signifie pas s'endurcir ni se fermer. Cela signifie refuser de se trahir pour soulager une tension momentanée. Beaucoup abandonnent la vérité, non parce qu'ils la rejettent intellectuellement, mais parce qu'ils n'en supportent pas le poids émotionnel. Le caractère, lui, apprend à porter ce poids sans se briser. Il accepte l'inconfort comme le prix naturel de la cohérence. Il comprend que la paix véritable ne vient pas de l'absence de conflit, mais de l'absence de division intérieure. La vérité se révèle aussi dans les choix quotidiens, ceux que l'on considère souvent comme trop petits pour être spirituels. Pourtant, ce sont précisément ces choix qui façonnent l'être. Choisir l'honnêteté dans un détail. Choisir la justesse là où une facilité est offerte, choisir la responsabilité plutôt que l'excuse, tout cela grave la vérité dans la chair de l'existence. Le caractère n'est pas une décision unique, mais une orientation répétée. Il est la somme de milliers de micro-décisions qui, ensemble, dessinent une direction claire. Il arrive que la vérité coûte cher. Elle peut coûter une relation, une opportunité, une sécurité apparente. À ces moments-là, le caractère est mis à nu. Ce que l'on choisit alors révèle ce que l'on est devenu. Certains découvrent qu'ils ont bâti leur vie sur des compromis qu'ils n'avaient jamais osé nommer. D'autres découvrent, parfois avec surprise, une force intérieure qu'ils ignoraient posséder. Cette force ne vient pas de l'orgueil, mais de l'alignement. Elle naît lorsque l'être cesse de se diviser pour survivre. Le caractère ne rend pas la vie plus facile, mais il la rend plus simple. Il élimine les calculs incessants, les justifications permanentes, les masques à ajuster selon les contextes. Il permet de marcher droit, même dans l'incertitude. Cette droiture intérieure n'est pas rigide, elle est vivante. Elle sait s'adapter sans se renier. Elle sait écouter sans se dissoudre. Elle sait dire non sans haine, et oui sans peur. La vérité prend forme dans le caractère lorsque l'être accepte de devenir responsable de ce qu'il est, sans se réfugier derrière les circonstances, l'histoire personnelle ou les fautes des autres. Cette responsabilité n'est pas une culpabilité, mais une souveraineté intérieure. Elle affirme silencieusement « Je choisis d'être fidèle à ce que je sais juste, quelles que soient les conséquences. » À partir de là, la vérité cesse d'être une idée abstraite. Elle devient une présence stable, incarnée, reconnaissable. Ce premier mouvement du caractère est souvent discret, presque invisible. Il ne produit pas de transformation spectaculaire immédiate. Mais il crée une base solide sur laquelle tout le reste pourra s'élever. Sans cette base, toute quête de vérité reste fragile, exposée au moindre vent contraire. Avec elle, même les tempêtes deviennent formatrices. Le caractère devient alors le lieu où la vérité cesse d'être recherchée et commence à être vécue. Lorsque la vérité a commencé à s'enraciner dans le caractère, un changement silencieux mais irréversible s'opère. L'être ne cherche plus à prouver quoi que ce soit. Il ne ressent plus le besoin de convaincre, d'expliquer, ni même de se défendre constamment. La vérité incarnée produit une autorité tranquille, une stabilité intérieure qui ne dépend plus de l'approbation extérieure. Cette force n'élève pas la voix. Elle se manifeste dans la manière d'être, dans la constance, dans la paix qui demeure même au cœur des tensions. Le caractère devient alors une présence, non un discours. À ce stade, la vérité cesse d'être une conquête et devient une demeure. Elle n'est plus quelque chose que l'on cherche à atteindre, mais un espace intérieur dans lequel on habite. Cette habitation transforme profondément la relation au monde.
Les réactions impulsives diminuent, non par contrôle forcé, mais parce que l'alignement intérieur réduit naturellement les conflits internes. Quand l'être n'est plus divisé, il n'a plus besoin de se défendre contre lui-même. Et cette unité intérieure se reflète dans les relations, dans le travail, dans chaque interaction humaine. Le caractère formé par la vérité développe une qualité rare, la fiabilité intérieure. Cette fiabilité ne consiste pas à être parfait, mais à être sincère dans l'effort, honnête dans l'erreur et stable dans l'intention. Une telle personne peut trébucher sans se perdre, car elle ne trahit pas ce qu'elle sait juste. Elle reconnaît ses failles sans s'y identifier. Elle corrige sans se condamner. La vérité incarnée apporte une humilité profonde, non pas l'humiliation, mais la lucidité sur sa propre condition humaine. Dans ce processus, l'ego est progressivement rééduqué. Il ne disparaît pas, mais cesse d'être le maître. Il devient un serviteur fonctionnel au lieu d'un tyran inquiet. Le caractère véritable ne détruit pas la personnalité, il la pacifie. Il permet à l'individualité de s'exprimer sans se crisper, sans chercher à dominer ou à plaire. Cette pacification intérieure rend l'être plus libre, paradoxalement plus souple, car il n'est plus prisonnier de la peur d'être découvert ou démasqué. La vérité prend aussi forme dans la manière de traverser les zones grises de l'existence. Tout n'est pas toujours clair, tout n'est pas toujours immédiatement juste ou injuste. Le caractère mûr accepte l'ambiguïté sans céder au relativisme. Il reste fidèle à des principes fondamentaux tout en reconnaissant la complexité du réel. Il ne simplifie pas pour se rassurer, mais il ne se perd pas non plus dans la confusion. Cette capacité à rester droit dans l'incertitude est l'un des signes les plus profonds d'un caractère forgé par la vérité. Avec le temps, une telle intégrité intérieure devient contagieuse. Non par prosélytisme, mais par résonance. La présence d'un être aligné invite les autres à se confronter à eux-mêmes. Elle dérange parfois, apaise souvent, éclaire toujours. Sans prononcer de leçons, le caractère vrai agit comme un miroir silencieux. Il rappelle à chacun ce qu'il sait déjà au fond de lui, mais qu'il avait peut-être cessé d'écouter. Ainsi, la vérité incarnée dépasse l'individu et devient service. La fidélité à soi dans la durée est l'épreuve ultime du caractère. Il est relativement facile d'être vrai dans un moment d'élan, beaucoup plus difficile de l'être dans la répétition, dans la fatigue, dans la lassitude. Pourtant, c'est précisément là que la vérité s'approfondit. Elle devient patience, endurance, persévérance sans rigidité. Elle apprend à attendre sans renoncer, à avancer sans se précipiter. Le caractère, alors, n'est plus un effort constant, mais une seconde nature. À ce niveau, les choix quotidiens prennent une dimension presque sacrée, non parce qu'ils sont dramatiques, mais parce qu'ils sont conscients. Chaque décision devient une occasion de confirmer l'alignement intérieur, non dans une tension morale permanente, mais dans une simplicité retrouvée. L'être sait ce qui est juste pour lui, et il agit en conséquence, sans grand débat intérieur. Cette simplicité est le fruit d'un long travail invisible, celui de la vérité patiemment incarnée. Le caractère façonné par la vérité ne cherche pas à être exemplaire, mais il devient inspirant malgré lui. Il rappelle que la transformation authentique ne passe pas par des discours grandioses, mais par une cohérence vécue. Il montre que la vérité n'est pas une arme contre le monde, mais une fondation intérieure sur laquelle bâtir une vie stable, digne et libre. Là où beaucoup cherchent à changer le monde par la force, le caractère vrai le transforme par la présence. Ainsi, le caractère devient le lieu où la vérité cesse définitivement d'être une abstraction. Elle devient chair, souffle, regard, attitude. Elle se reconnaît dans la manière de marcher, de parler, de se taire. Elle n'a plus besoin d'être proclamée, car elle est vécue. Et lorsque la vérité atteint ce degré d'incarnation, elle ne peut plus être perdue. Elle est devenue l'être lui-même, indissociable de sa manière d'exister dans le monde. Chapitre 5. La vérité comme force transformatrice. La vérité, lorsqu'elle est réellement rencontrée, ne cherche jamais à séduire. Elle ne caresse pas l'ego, ne promet pas de raccourcis, ne flatte aucune illusion. Sa force réside précisément dans ce dépouillement. Elle agit comme une lumière froide et claire qui révèle sans juger, mais qui ne dissimule rien. Cette révélation peut d'abord être inconfortable, parfois même douloureuse,
car elle oblige l'être à voir ce qu'il évitait, à reconnaître les compromis intérieurs, les arrangements silencieux avec ce qui n'est pas juste. Pourtant, c'est dans cette confrontation que commence la véritable libération. La vérité ne libère pas en offrant du réconfort immédiat. Elle libère en rétablissant l'ordre intérieur. Elle retire les faux appuis, les certitudes fragiles, les masques protecteurs derrière lesquels l'âme s'est réfugiée. Ce retrait peut donner l'impression d'une perte, comme si quelque chose se brisait. En réalité, ce qui s'effondre n'était jamais solide. La vérité ne détruit que ce qui empêchait l'être de se tenir debout par lui-même. Elle agit comme une force de désencombrement intérieur, lente mais inexorable. Cette transformation ne se fait jamais dans la précipitation. La vérité travaille en profondeur, à un rythme qui respecte la capacité intérieure de chacun. Elle n'impose pas une mutation brutale, mais installe une dynamique irréversible. Une fois qu'un être a vu clairement, il ne peut plus vraiment revenir en arrière. Même s'il tente de l'ignorer, la vérité continue d'agir en silence, modifiant peu à peu les priorités, les désirs, les réactions. Ce qui semblait essentiel perd de son importance, et ce qui était négligé devient central. La lenteur de cette transformation est souvent mal comprise. Beaucoup s'attendent à un changement spectaculaire, visible, immédiat. Or, la vérité opère surtout dans l'invisible. Elle modifie d'abord la manière de percevoir avant de transformer la manière d'agir. Elle ajuste le regard intérieur, affine la conscience, développe une sensibilité nouvelle à ce qui est juste ou faux. Cette sensibilité devient progressivement un guide plus fiable que les règles extérieures ou les injonctions sociales. L'être commence à sentir la vérité plutôt qu'à la conceptualiser. À mesure que cette transformation avance, une paix inhabituelle commence à émerger. Non pas une paix euphorique, mais une paix stable, profonde, presque grave. Cette paix n'est pas l'absence de conflits extérieurs, mais la fin de la guerre intérieure. Elle naît du fait que l'être ne se ment plus fondamentalement. Il peut encore douter, hésiter, apprendre, mais il ne trahit plus ce qu'il sait être juste. Cette cohérence intérieure allège l'âme d'un poids immense, celui de la contradiction permanente. La vérité vécue devient alors une fondation. Non une idée abstraite, mais un socle existentiel. Sur cette base, les décisions gagnent en clarté, les relations en authenticité, les actions en justesse. La vie cesse d'être une succession de réactions désordonnées pour devenir une expression cohérente de l'être intérieur. Cette fondation n'empêche ni les épreuves ni les erreurs, mais elle offre une stabilité qui permet de les traverser sans se perdre. L'être sait où il se tient, même quand le sol tremble. Cette force transformatrice de la vérité se manifeste aussi dans le rapport au temps. L'impatience diminue, car l'être comprend que ce qui est vrai n'a pas besoin d'être forcé. La vérité enseigne la maturation, l'attente juste, le respect des processus intérieurs. Elle apprend que toute transformation durable demande une intégration progressive. Ainsi, au lieu de chercher à devenir quelqu'un d'autre, l'être s'engage dans un processus de dévoilement. Il devient progressivement ce qu'il est déjà, sans artifice. Dans ce premier mouvement de transformation, la vérité agit donc comme une purification lente, une clarification continue. Elle retire ce qui est superflu, redonne du sens à ce qui est essentiel et prépare l'âme à une stabilité plus profonde. Ce travail peut sembler discret, presque invisible de l'extérieur, mais il constitue la base de toute vie droite. Sans cette fondation intérieure, aucun changement ne tient. Avec elle, même les transformations les plus silencieuses deviennent irréversibles. Lorsque la vérité a commencé son œuvre intérieure, lorsque le regard s'est clarifié et que la paix a trouvé une première assise, une transformation plus subtile encore s'opère. Elle ne concerne plus seulement la perception de soi, mais la manière d'habiter le monde. L'être ne cherche plus à se protéger par des stratégies complexes, ni à contrôler son image, ni à ajuster ses paroles selon ce qui est attendu. Une simplicité nouvelle apparaît, non comme une naïveté, mais comme une force silencieuse. La vérité vécue rend inutile la défense permanente. Cette simplicité transforme profondément les relations. L'homme ou la femme qui vit dans la vérité n'a plus besoin d'impressionner, de convaincre ou de dominer. Sa présence devient stable, lisible, presque apaisante. Même sans discours, quelque chose se dégage. Une cohérence entre ce qui est pensé, ressenti et exprimé.
Cette cohérence inspire confiance, non parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle est réelle. La vérité transforme ainsi la relation à l'autre sans effort conscient, simplement par rayonnement. Dans cette phase, la vérité cesse d'être vécue comme une exigence morale et devient une nécessité intérieure. L'être ne se demande plus « dois-je être vrai ?», mais ressent immédiatement le malaise de toute distorsion. Le mensonge, même minime, devient inconfortable, non par culpabilité, mais par dissonance intérieure. La vérité affine la sensibilité morale de manière organique. Elle ne punit pas, elle avertit. Elle n'accuse pas, elle déséquilibre ce qui n'est pas aligné, jusqu'à ce que l'être réajuste naturellement sa trajectoire. Peu à peu, la paix évoquée plus tôt s'approfondit. Elle n'est plus seulement l'absence de conflit intérieur, mais un état de confiance calme face à la vie. L'être comprend que vivre dans la vérité ne garantit ni succès, ni reconnaissance, mais offre quelque chose de plus rare, la solidité intérieure. Cette solidité permet de traverser l'échec sans se renier, la critique sans se durcir, l'injustice sans se corrompre. La vérité devient alors une force de résistance intérieure, douce mais inébranlable. Cette force transforme aussi le rapport à l'action. Les gestes deviennent plus justes, non parce qu'ils sont calculés, mais parce qu'ils émanent d'un centre stable. L'être agit moins par réaction et davantage par discernement. Il apprend à dire oui sans se perdre et non sans agressivité. La vérité vécue simplifie les choix, car elle élimine les options qui exigeraient une trahison intérieure. Ce tri naturel réduit la dispersion et renforce la concentration sur l'essentiel. Avec le temps, la vérité révèle sa dimension la plus profonde. Elle n'est pas seulement une force de rectification, mais une source de liberté. La liberté de ne plus jouer de rôle, de ne plus porter de masque, de ne plus se diviser intérieurement. Cette liberté n'est pas bruyante, elle ne s'affiche pas. Elle se manifeste par une légèreté nouvelle, même au cœur des responsabilités et des difficultés. L'être cesse de se battre contre lui-même, et cette cessation du combat libère une énergie considérable. La vérité devient alors le fondement d'une vie droite, non au sens rigide ou moraliste, mais au sens d'une vie orientée, une vie qui sait ce qu'elle sert, même sans le formuler, une vie qui avance sans se disperser, même sans plan détaillé. Cette droiture intérieure n'exclut ni les doutes, ni les ajustements, mais elle empêche la dérive. Elle agit comme une boussole silencieuse, toujours présente, toujours active. Ainsi, la vérité révèle pleinement sa nature transformatrice. Elle ne promet pas un bonheur facile, mais offre une paix durable. Elle ne supprime pas les épreuves, mais empêche qu'elles détruisent l'âme. Elle ne flatte pas l'homme, mais le redresse. Et dans ce redressement discret, progressif, irréversible, elle devient la base la plus sûre sur laquelle une existence humaine peut se construire. Vivre sans se trahir n'est pas un idéal lointain réservé à quelques êtres d'exception. C'est une exigence silencieuse qui s'adresse à chaque conscience dès l'instant où elle accepte de ne plus fuir ce qu'elle sait déjà. La vérité, telle que nous l'avons traversée tout au long de ce chemin, n'est ni une doctrine, ni un combat, ni un discours à imposer au monde. Elle est une force intérieure, lente, constante, parfois inconfortable, mais toujours juste. Elle agit comme un axe invisible autour duquel l'être se redresse, retrouve sa verticalité et cesse peu à peu de vivre à moitié. Lorsque l'homme ment à lui-même, il ne se détruit pas brutalement. Il s'use, il se fragmente, il s'éloigne de cette unité intérieure où la pensée, la parole et l'acte avancent dans la même direction. La fatigue morale, la confusion, l'agitation intérieure ne sont pas des fatalités, elles sont les symptômes d'un écart. Revenir à la vérité, c'est d'abord réduire cet écart. Ce n'est pas devenir parfait, mais devenir cohérent. Ce n'est pas tout dire, mais ne plus se dire faux. Ce n'est pas briller, mais être juste. La vérité vécue n'élève pas la voix. Elle n'a pas besoin de convaincre. Elle transforme de l'intérieur. Elle simplifie ce qui était compliqué. Elle apaise ce qui était tendu. Elle éclaire ce qui était confus. Celui qui choisit de vivre sans se trahir découvre une forme de paix étrange. Une paix exigeante, parfois austère, mais profonde. Une paix qui ne dépend plus de l'approbation des autres, ni des circonstances, ni même du succès visible.
Une paix née de l'alignement. Dire vrai au monde commence toujours par être vrai avec soi-même. Reconnaître ses peurs sans les justifier. Admettre ses désirs sans les déguiser. Voir ses faiblesses sans se condamner. La vérité n'écrase pas, elle éclaire. Elle ne humilie pas, elle redresse. Elle ne flatte jamais l'ego, mais elle libère l'âme. C'est pourquoi elle demande du courage. Non pas le courage spectaculaire, mais le courage quotidien. Celui de choisir ce qui est juste plutôt que ce qui est commode. Vivre sans se trahir, c'est accepter parfois la solitude. Non pas la solitude de l'isolement, mais celle de l'homme qui marche droit dans un monde qui préfère souvent les détours. Cette solitude n'est pas un manque, elle devient un espace de clarté, de silence intérieur, de fidélité à soi. Dans cet espace, la parole se raréfie, mais gagne en poids. Les actes deviennent simples, mais solides. L'existence cesse d'être une scène pour devenir un chemin. La vérité ne promet pas une vie facile. Elle promet une vie réelle. Une vie où l'on cesse de se fuir, où l'on n'a plus besoin de porter des masques pour se sentir exister. Une vie où chaque choix, même difficile, renforce l'intégrité intérieure. Peu à peu, celui qui vit dans la vérité devient une présence. Non pas une autorité, mais une référence silencieuse. Sa simple manière d'être enseigne plus que 1000 discours. Que cette œuvre ne soit pas pour toi un savoir de plus, mais un miroir. Que chaque mot t'invite non pas à juger le monde, mais à t'observer avec honnêteté. Là où tu te tais par peur, là où tu parles pour plaire, là où tu agis contre ce que tu sais juste. La vérité commence toujours là, dans ce point précis où l'on choisit de ne plus se mentir. Si tu avances sur ce chemin, lentement, humblement, sans te glorifier, tu découvriras que la vérité n'est pas lourde à porter. Elle allège, elle simplifie. Elle rend libre d'une liberté grave et calme, celle de l'homme qui peut se tenir seul face à sa conscience sans détourner le regard. Livre secret t'accompagne là où la vérité devient force.